Et donc, on peut effectivement appeler Pi sur notre application mobile et avoir une conversation vocale qui est comme un appel téléphonique. On oublie qu'il y a une appli. C'est génial à faire avec des écouteurs et sans regarder son téléphone, mais on peut juste discuter avec sa propre voix et Pi va attendre que l'utilisateur ait fini de parler et va comprendre la phrase et va rebondir dessus de façon extrêmement naturelle. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sora, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Davide Bonapersona. Davide dirige le produit Consumer d'Inflection AI, le nouveau projet de Mustapha Suleiman qui avait précédemment fondé DeepMind, qu'il a revendu à Google où il dirigeait le département de Deep Learning. Il y a un an, Suleiman lance ce nouveau projet, associé à Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Il lève 200 millions de dollars, puis 1,3 milliard pour créer un modèle d'IA fondationnel et lancer leur premier produit, Pi. Pi est une IA personnelle à laquelle n'importe qui peut s'adresser gratuitement, comme ChatGPT, mais accessible via n'importe quel canal, comme une véritable personne. C'est la grande différence d'Inflection, créer des IA empathiques, où se construit progressivement une véritable confiance avec l'utilisateur. Dans cet épisode, David nous raconte son parcours, d'une première aventure entrepreneuriale déjà dans le monde du chat il y a plus de 10 ans, à son passage chez Meta, où il travaille successivement sur Messenger, Instagram puis WhatsApp, jusqu'à son arrivée chez Inflection AI il y a quelques mois. On aborde les challenges et les opportunités derrière le développement d'une telle technologie et les conseils qu'il donnerait à ceux qui souhaitent aujourd'hui construire de nouveaux produits qui s'appuient sur la générative AI. Bonne écoute! Je te propose de commencer par une question que j'adore poser au début sur un peu ce aha moment qu'on a tous eu, je pense, à un moment par rapport à la générative AI. Est-ce que tu te souviens euh, de ce moment où tu as réalisé qu'on était en train de vivre une révolution technologique majeure? Est-ce que tu peux nous raconter cette révélation? Carrément, merci Adrien de m'inviter sur le podcast et bonjour à tous. Et oui, bien sûr, je me souviens bien de ce moment-là. C'était au printemps dernier et à peu près au mois d'avril. Et en gros, j'avais déjà été hyper impressionné par tout ce qui se faisait en génération d'images, avec notamment les avancées de DALL-E et DALL-E 2 qui venaient tout juste d'être annoncées par OpenAI. Et là, il y a eu un moment où un des ingénieurs de chez Google a écrit qu'un modèle de langage sur lequel il travaillait avait pris conscience de lui-même et qu'il fallait le protéger, qu'il fallait en gros le traiter comme si c'était une personne avec des droits, etc. Et j'étais super intrigué par ces remarques. J'étais allé lire ses articles dans son blog et justement, j'avais pu observer les transcriptions des conversations qu'il avait eues avec cette IA qui s'appelait Lambda. Et alors là, j'étais complètement euh, vraiment impressionné par la qualité du langage que générait cette IA et par à quel point c'était naturel, au point où justement cet ingénieur qui travaillait avec tous les jours s'était convaincu que c'était quasiment une personne qui lui écrivait. Donc je pense que c'est là que j'ai réalisé qu'on était face à une technologie complètement supérieure et différente de tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Excellent, ouais, ouais, on se souvient bien de ce moment-là, et il y a moyen qu'il y en ait d'autres ces prochaines années où des personnes qui travaillent dans ces labos se disent oula, on est en train de toucher quelque chose d'important. David, comme je disais, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. On s'est rencontrés au Web London en 2012. Oui. À l'époque où les conférences tech en Europe étaient un peu plus rares, où on était un peu moins nombreux. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de ta première boîte, du coup, Philago, sur laquelle tu travaillais il y a maintenant quasiment 12 ans, à Inflection AI aujourd'hui? Oui, carrément. Je me rappelle bien quand on s'était rencontrés tous les 2 à la conférence Le Web à Londres. On était vraiment au début de l'explosion de la scène startup à la fois en France, mais même plus largement en Europe et on était parti avec un peu un groupe de jeunes entrepreneurs, découvrir la tech là-bas. Moi, j'avais déjà ma startup qui s'appelait à l'époque Filigo, que je venais de lancer. En gros, en résumé, ça fait à peu près 10 ans que je travaille sur des produits basés sur la conversation et ça a vraiment commencé à ce moment-là.
Et c'est autant la conversation entre les personnes que les conversations entre une personne et une machine. Donc, moi, à la base, j'ai fait une formation d'ingénieur. Je viens d'Italie. J'ai fait la plupart de mes études en France et ensuite un master à Oxford où j'ai fait une thèse sur l'analyse du langage naturel. Et donc, c'est après ce master que j'ai cofondé Filigo avec mon associé Jonathan Lévy-Bencheton. Et l'idée était de permettre à chacun de pouvoir mieux exprimer ses émotions dans les conversations en ligne. Donc, on avait créé une technologie en fait qui permettait de recommander des contenus expressifs, que ce soit des stickers ou des GIFs animés, aux utilisateurs en fonction tout simplement du contexte et du sentiment de leur message. Donc l'idée était qu'on n'aurait pas besoin de réfléchir ou même de chercher ces contenus, mais on aurait accès à tout un éventail de contenus expressifs qu'on peut partager librement dans la conversation qui arrive quelque part tout seul de manière assez magique. Et en fait, je pense qu'on a on a touché un vrai besoin là-dessus parce que Filigo a eu une très bonne croissance, à peu près 10 millions d'utilisateurs uniques dans les quelques années qui ont suivi la fondation de la boîte et des intégrations avec certaines des plus grandes applis de messagerie. On a notamment eu des partenariats avec Apple ou encore avec Facebook. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette feature de génération de stickers en fonction de l'échange qui est en train d'avoir lieu dans une conversation, c'est une fonctionnalité que Facebook a annoncée la semaine dernière avec son Labi. C'est bien ça? Oui, c'était une belle surprise pour moi de voir cette annonce parce que parmi les nombreuses annonces de l'IA générative qu'a fait Meta la semaine dernière, il y a justement la possibilité dans WhatsApp et Messenger de créer un sticker personnalisé en donnant un prompt à une IA qui va générer une image et ce sera du coup un sticker unique que vous êtes les seuls à avoir et qu'on pourra ensuite partager dans la communication. Comme quoi, c'est toujours un sujet qui reste d'actualité. Et du coup, après Filigo, toi, tu as fait le choix de rejoindre justement Facebook dans la Silicon Valley. Oui, en gros, quand je m'occupais du produit chez Filigo, autour d'à peu près 2015, on a été repéré par Facebook, qui en était au tout début de créer une plateforme autour de ces apps de messagerie. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2015-16, c'était vraiment une révolution pour les apps de messagerie. D'un côté, il y avait en Asie des apps comme Line ou WeChat qui étaient vraiment en train d'ajouter des services d'e-commerce, de réservation et de devenir vraiment des super apps avec beaucoup plus que juste de la messagerie. Et en Europe, bah, Facebook et Apple notamment commençaient à ouvrir leurs applications à des développeurs. Et donc, c'est comme ça qu'avec ma startup, avec Filigo, on a été devenu un des tout premiers partenaires de Messenger dans le monde. Et parce qu'en fait, on partageait cette vision d'augmenter la messagerie avec des services ajoutés et de venir s'intégrer et de permettre à des développeurs d'améliorer la messagerie. Et donc, c'est grâce à cette expérience-là que j'avais cette relation avec les équipes de Messenger. Et suite à l'aventure de Filigo, j'ai choisi de rejoindre Facebook pour justement travailler sur ça, sur cette plateforme et aider à créer la plateforme Messenger pendant les dernières années. Et chez Facebook, du coup, tu as bossé sur Messenger, tu as également rejoint WhatsApp, c'est bien ça? Oui, alors j'ai eu de la chance parce que j'ai pu effectivement déjà aller dans la Silicon Valley et vraiment voir comment c'est de travailler au cœur de la machine avec les différentes équipes produits, avec les équipes d'ingénieurs, et aussi travailler sur les 3 applications de messagerie qu'a Meta aujourd'hui. Donc j'ai commencé sur Messenger, ensuite j'ai lancé j'ai fait partie de l'équipe qui a lancé une nouvelle API sur Instagram, donc la première fois qu'on ouvrait Instagram à des développeurs tiers. Et suite à cela, j'ai rejoint les équipes de WhatsApp où d'abord j'ai aidé à créer une inbox unifiée pour des millions de petites et moyennes entreprises. Et ensuite, on a lancé là aussi la première API ouverte pour WhatsApp qui permet aujourd'hui à plein de développeurs de créer des services à valeur ajoutée par-dessus WhatsApp. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai rencontré Mustapha, qui est donc le fondateur de Inflection AI, avec qui je travaille aujourd'hui. Ok, on va y venir à Inflection. Juste avant, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, qui font du produit aujourd'hui. Toi, tu étais du coup entrepreneur, tu as monté Filigo avec une petite équipe. Tu as fait le choix de rejoindre du coup un géant avec Meta. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup à quoi ça ressemblait ton travail de PM chez Meta, ce que tu en as pensé et est-ce que tu en as retiré des apprentissages qu'aujourd'hui tu utilises dans une boîte aussi early stage qu'Inflection? Oui, bien sûr. Bah, ça a été une expérience pour moi extrêmement formatrice. Je pense que j'ai beaucoup grandi à la fois personnellement et professionnellement. Ce que j'en ai retiré, c'est que déjà, Meta, c'est une boîte où il y a vraiment une culture produit très, très forte. C'est une boîte où beaucoup de décisions sont bottom-up. Les équipes ont énormément d'autonomie.
dans la décision de leurs objectifs et dans la direction qu'ils donnent au produit. Et du coup, en fait, le rôle de PM chez Meta, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on va trouver chez un fondateur de startup par rapport à un rôle de gestion de projet. Encore une fois, il s'agit de vraiment comprendre c'est quoi les besoins des utilisateurs et à la fois la direction stratégique de l'entreprise qui est donnée par Marc et de se servir de ça pour donner une direction, pour définir des objectifs et travailler avec des ingénieurs et des designers pour justement concevoir les itérations du produit. Et donc, par rapport à une startup, évidemment, ça ne va pas bouger aussi vite. Euh, Ça va prendre plus de temps de lancer quoi que ce soit sur le marché. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va avoir beaucoup de ressources. On ne doit pas passer son temps comme un fondateur à lever des fonds ou à recruter. On va tout de suite avoir accès à des équipes très, très expérimentées. Et donc, on va pouvoir faire plus de recherche, plus d'expérimentation et donc, quelque part, rattraper le délai en termes de vitesse d'exécution. Alors, parfois, selon les équipes, il peut y avoir effectivement beaucoup de temps passé à faire de l'alignement ou même des sujets assez politiques. Mais je trouve personnellement, ça a été aussi un apprentissage d'apprendre justement à travailler dans une culture d'entreprise américaine et à justement comprendre les intérêts de chacun et essayer de mettre tout le monde dans la même direction. Je pense que dans l'ensemble, ces compétences sont toujours utiles dans une startup aujourd'hui. Ça reste une startup américaine. Beaucoup de mes collègues viennent de Big Tech, que ce soit de Microsoft, de Google, de OpenAI. Et donc, ils ont eux aussi absorbé des parties de cette culture. Donc, pour moi, le fait d'avoir passé 4 ans et demi chez Meta, ça aide beaucoup dans les relations avec les autres et donc comment on fonctionne chez Inflection. Excellent. Ouais, effectivement, le socle culturel commun, j'imagine, facilite beaucoup les choses dans l'organisation d'Inflection aujourd'hui. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ces premiers échanges avec Inflection et qu'est-ce qui t'a progressivement amené à les rejoindre? Oui, alors c'était un moment assez incroyable parce que justement, comme je te racontais, je venais tout juste d'entendre parler de cet ingénieur chez Google qui travaillait sur ce modèle de langage complètement révolutionnaire. Et vraiment au même moment, enfin à distance de quelques jours ou quelques semaines, j'ai rencontré Mustapha, qui était le patron de la business unit chez Google qui avait créé justement ce modèle de langage. Il était à l'époque chez Brain et il avait travaillé chez DeepMind avant cela et un autre membre de l'équipe, Joe, qui était effectivement le product manager de Lambda, qui était le modèle de langage en question. Donc, ça a été assez fascinant de pouvoir poser ces questions que j'avais directement aux gens qui avaient créé cette technologie. Et donc, à l'époque, Mustapha n'avait pas encore créé de produit, mais il avait déjà fondé Inflection et avait déjà commencé à s'entourer déjà des super cofondateurs avec Karen Simonian, qui était l'ancien Chief Scientist de DeepMind, et Reid Hoffman de LinkedIn, et qui est aussi investisseur chez Greylock. Il avait déjà levé plus de 200 millions de dollars pour lancer son entreprise et rassemblé déjà quelques ingénieurs parmi des très très bons spécialistes de l'IA qui viennent de Microsoft ou de DeepMind ou de OpenAI. Et donc ça, c'était évidemment bien avant ChatGPT, donc c'était pas encore un phénomène de masse comme on peut l'appeler aujourd'hui. Mais pour moi, c'était déjà clair que les nouveaux modèles de langage sur lesquels ces équipes-là étaient en train de travailler allaient permettre de faire ce qu'en fait on avait essayé de faire depuis 2016, c'est-à-dire fournir justement des services à valeur ajoutée par-dessus la conversation, mais que cette fois-ci, on allait vraiment pouvoir comprendre et générer du langage naturel à un niveau où on n'avait jamais pu le faire avant. Et du coup, dès mes tout premiers échanges avec Mustapha, j'étais vraiment fasciné par cette idée et j'ai eu envie de quitter Meta et d'aller rejoindre cette startup et d'aider à monter Inflection, justement. Oui, rejoindre une team assez exceptionnelle parce qu'effectivement, Mustapha Suleyman, c'est celui qui avait fondé DeepMind avant de se faire racheter par Google et du coup de créer Google DeepMind, donc, qui est dans le machine learning depuis un sacré bout de temps maintenant. Du coup, qu'est-ce que c'est Inflection AI DVD? Inflection, c'est une startup. On s'appelle plutôt un studio de IA dont la mission est de créer une IA personnelle pour tout le monde. Donc, de fournir à chacun les, les, les bénéfices que peut avoir un conseiller personnel, que ce soit à la fois sur les sujets les plus pratiques et sur les sujets les plus humains et personnels. Donc, en gros, on a lancé notre premier produit qui s'appelle Pi. Pi, ça veut dire Personal Intelligence. Et Pi est un assistant qu'on va pouvoir consulter via une application mobile aussi qui s'intègre aussi à toutes nos applications de messagerie.
et qui va pouvoir conseiller l'utilisateur vraiment sur n'importe quelle question ouverte. Une des caractéristiques de Pi, c'est qu'il a une très forte empathie. Et donc, par exemple, on peut s'en servir pour des questions sur lesquelles on ne va pas pouvoir trouver la réponse sur Google et sur lesquelles il s'agit plutôt de discuter d'une manière extrêmement naturelle et fluide. Et petit à petit, on est en train de continuer à améliorer Pi pour qu'il puisse servir l'utilisateur vraiment dans tous les domaines de la vie de tous les jours, que ce soit encore une fois sur des sujets ouverts ou plutôt sur de la recherche d'informations et de l'assistance. Du coup, aujourd'hui, Pi, c'est un assistant personnel virtuel avec lequel on peut interagir à travers beaucoup de canaux différents, hein, c'est bien ça. Il y a Messenger, WhatsApp, par SMS aussi, il me semble. Euh, Vous avez aussi annoncé qu'on pouvait appeler Pi et du coup converser avec lui ou elle d'ailleurs à l'oral. Quand tu rejoins du coup une boîte comme ça, j'imagine que la roadmap produit, elle est assez différente d'une boîte qui va construire un produit avec différentes features, plusieurs flows d'onboarding, et on est dans la création un peu d'une sorte d'intelligence artificielle bah, pour de vrai. Comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois là-bas? Quels sont, ouais, comment tu t'es organisé du coup pour concevoir cette première version de paille? Oui, carrément, c'est une super question. Encore une fois, moi, je suis parti vraiment de la mission de Inflection, qui était de fournir donc cette IA au plus grand nombre d'utilisateurs et que ce soit une IA personnelle. Donc, vraiment quelque chose que l'utilisateur va pouvoir accepter dans sa sphère intime. Et je pense que c'est pour ça qu'on a développé en fait une roadmap qui inclut des choses comme comment est-ce qu'on peut rendre la communication la plus facile possible. Et donc, on y allait intégrer Pi avec les différentes messageries qu'on utilise tous au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est disponible par SMS, par WhatsApp, par Messenger, sur Telegram et ainsi de suite. Et c'est vraiment la seule IA avec laquelle on peut continuer une conversation à travers toutes ces différentes messageries et qui va toujours reconnaître l'utilisateur. Et d'autre part, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut rendre la communication la plus naturelle possible et en fait gagner la confiance de l'utilisateur. Et ça passe par les caractéristiques de l'IA, le fait qu'elle soit très empathique par exemple, mais aussi avec notre décision de tout de suite lancer avec une offre qui contenait de la voix. Et donc, on peut effectivement appeler Pi sur notre application mobile et avoir une conversation vocale qui est comme un appel téléphonique. On oublie qu'il y a une appli. C'est génial à faire avec des écouteurs et sans regarder son téléphone, mais on peut juste discuter avec sa propre voix et Pi va attendre que l'utilisateur ait fini de parler et va comprendre la phrase et va rebondir dessus de façon extrêmement naturelle. Et donc, en fait, je pense que c'est un bon exemple de comment on peut prendre une technologie qui est très générale qui est un modèle de langage et venir du coup l'améliorer, on va dire, ou plutôt l'amener aux utilisateurs finaux par l'ajout d'un produit consumer, disons, classique, qui peut être une intégration messaging ou une application mobile, et vraiment de combiner ces features de la bonne façon. Après, pour ce qui est de la roadmap, disons, je ne peux pas exactement rentrer dans les détails, mais on va dire qu'on va toujours s'appuyer sur qu'est-ce qui est possible du côté de l'IA et qu'est-ce que le modèle nous permet de réaliser. Et sur la base de ça, quelles sont les attentes de nos utilisateurs en face et comment on peut aider l'utilisateur à trouver de la valeur dans le modèle. C'est un peu l'inverse du développement produit traditionnel où on va commencer par définir un MVP et vraiment construire le minimum de fonctionnalités pour résoudre un problème très spécifique pour un utilisateur très spécifique. Ici, on part de quelque chose qui est déjà très général, out of the box, et il s'agit plutôt d'aider l'utilisateur à découvrir ce nouveau produit et selon le besoin qu'il a, à trouver de la valeur de la façon la plus efficace qui soit. Nous, on fait partie des quelques boîtes qui entraînent un modèle fondationnel complètement in-house, ce qui veut dire qu'on a développé un modèle dont on a même publié les performances récemment, qui est en fait plus performant que GPT 3.5, que Llama de Meta et que Chinchilla de Google, ce qui veut dire que c'est vraiment le meilleur modèle dans sa catégorie. Et en fait, c'est grâce au fait qu'on développe ce modèle complètement in-house qu'on a la flexibilité de contrôler tous les éléments de la chaîne. Maintenant, ce n'est pas la seule façon de développer un produit à base de modèles de langage. Et il y a d'autres possibilités qui existent pour des entreprises différentes. Bien sûr. Ok, et du coup, par rapport à un chat GPT, du coup, qui est voilà, le plus connu du grand public,
du coup, l'aspect le plus différenciant, c'est la personnalité et cette capacité à avoir de l'empathie pour son utilisateur que vous avez conçu derrière Pi. Aujourd'hui, donc récemment aussi, il y a Facebook qui a annoncé le lancement d'avatars IA qui ont leur propre personnalité. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on donne une personnalité à une IA? Oui, alors effectivement, les annonces de Facebook sont très intéressantes dans ce domaine. Avant ChatGPT, il existait déjà des IA qui étaient très, très orientées sur une certaine personnalité. Par exemple, Replica, qui est un peu un partenaire amoureux virtuel, et Character AI, qui est une plateforme sur laquelle on peut créer ou discuter avec plein d'IA qui ont une personnalité différente et qui peuvent être basées sur des personnages réels ou fictifs. Je pense qu'on peut aussi mentionner Snap là-dedans, qui a été très vite après l'annonce de ChatGPT, une des premières grosses applications sociales à intégrer une IA dans leur inbox avec une IA qui s'appelle justement MyAI. C'est assez intéressant parce que chacun de ces acteurs a dû prendre des parties sur comment ils ont crafté la personnalité qu'ils ont donnée à leurs différentes IA. Meta a pris un chemin un peu différent, c'est-à-dire qui est en fait assez similaire de celui de Character AI, où ils ont lancé une IA qui s'appelle Meta AI, qui est en leur propre marque et qui actuellement est celle qui est, disons, qui a le plus de fonctionnalités, par exemple la fonctionnalité de surfer le web, et qu'ils ont intégré dans toutes leurs applications de messagerie. Donc, dans n'importe quelle conversation sur Messenger ou WhatsApp, on pourra mentionner Meta AI en faisant Meta AI et demander à faire quelque chose, et l'IA va répondre dans la conversation. Et ensuite, ils ont aussi lancé tout un panel de différentes IA qui sont un peu des clones, mais basés sur des personnalités existantes. Donc, par exemple, ils en ont créé une en partenariat avec Paris Hilton ou une autre en partenariat avec Snoop Dogg ou Mr. Beast. Et l'idée, c'est que chacune de celles-là va avoir un style conversationnel complètement différent. Et je pense que c'est assez intéressant de voir ça parce que, encore une fois, dans la foulée de ce qu'avait fait Character AI, ça montre qu'il y a un désir chez les utilisateurs de s'identifier un peu avec l'IA avec laquelle ils décident de discuter et que, en fait, c'est pas, euh, c'est pas évident de trouver un style commun à tout le monde et qui permet à chacun de s'identifier avec cette IA. Et oui, du coup, effectivement, la frontière s'amenuise de plus en plus entre les conversations interhumains et celles avec des IA. Toi, tu vois ça avancer comment à titre personnel ces prochaines années? Je pense qu'il va y avoir effectivement une frontière de plus en plus floue. Je pense que dans un certain sens, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on va baisser la barrière d'accès à la technologie. Historiquement, on a toujours dû, en tant que personne, apprendre à se servir d'un outil informatique, que ce soit apprendre à se servir d'un nouveau logiciel qu'on a installé pour la première fois ou apprendre un langage de programmation quand on veut être développeur et créer quelque chose de nouveau. Il y a toujours une courbe d'apprentissage et c'est aussi une barrière qui, en fait, garde beaucoup de personnes un peu en dehors de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Et je pense que les IA conversationnelles vont dramatiquement baisser cette barrière parce que pour la première fois, on va pouvoir s'adresser à une machine avec sa langue maternelle qu'on connaît déjà tous et on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de ne pas respecter une certaine syntaxe. L'IA va comprendre et va nous donner les bonnes informations. Donc ça, le fait que la frontière devienne plus floue, c'est à mon avis une bonne chose dans ce sens. Dans un autre sens, ça peut être aussi une source de risque. Par exemple, on peut déjà aujourd'hui créer des contenus, ce qu'on appelle les deepfakes, donc créer des contenus où on va impersoner quelqu'un, où on va prendre l'apparence ou même la voix d'une personne et lui faire dire à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est juste un exemple de comment on peut s'imaginer utiliser ces technologies à mauvais escient, que ce soit pour la désinformation ou manipuler des personnes, notamment dans un contexte d'élection ou de prise de parole en public. Et ça, c'est un gros danger. Et les technologies qui permettent ces choses sont assez similaires. Donc, c'est très important qu'il y ait des règles et qu'on tienne les entreprises qui créent ces technologies pour responsables de l'utilisation qui en est faite. Oui, d'ailleurs, Mustapha Suleiman se fait un peu le porte-parole de ces questions aussi civilisationnelles, j'ai envie de dire, par rapport au risque que peut engendrer l'IA dans nos sociétés ces prochaines années. Comment est-ce que
vigilance, elle se manifeste dans Inflection AI? Est-ce que sur des sujets voilà, de sécurité, des questions d'éthique, vous avez mis en place des process qui garantissent qu'on se retrouve avec des risques trop importants? Oui, donc une initiative dont on a parlé récemment, c'est le fait que plusieurs entreprises de l'IA, dont Inflection et dont Google, OpenAI, Microsoft et bien d'autres, ont pris des engagements volontaires auprès du gouvernement américain, auprès de la Maison-Blanche, en rédigeant justement une série de principes sur lesquels on va s'appuyer pour le développement des produits. Ok. D'ailleurs, très, très bon bouquin, celui de Mustapha Suleiman. Je le recommande. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant. On voit de plus en plus de leaders tech qui sont en contact vraiment de la pointe de l'innovation dans l'IA, s'alerter et demander de la régulation, ce qui est assez inhabituel. Euh, Oui, je ok. pense que tu as tout à fait raison. Le livre s'appelle The Coming Wave, ça fait quelques semaines qu'il est sorti et effectivement, c'est une prise de parti très différente qu'à Mustapha et qu'ont eu d'autres leaders de cette nouvelle génération d'entrepreneurs derrière les startups dans l'IA, qui est plutôt de vouloir aller vers la régulation et plutôt que de s'en échapper, qui est très différente de la précédente vague, quand on peut penser aux social media ou aux types d'applications qui ont été créées dans les débuts des années 2000 ou 2010. Là, ça va être plutôt on est très conscient du potentiel de la technologie, mais aussi de ses dangers. Et on veut éduquer les régulateurs, on veut travailler avec eux pour amener ces technologies sur le marché plutôt que de le faire sans demander. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont en train de se lancer dans la Gen AI. J'ai entendu parler de plusieurs boîtes voilà, qui sont en train de travailler sur des assistants personnels de toutes sortes pour des adolescents, pour des métiers spécifiques. Bon, il y a de plus en plus de scale-up aussi ou de grands groupes qui sont en train d'intégrer des features de Gen AI. Euh, Concrètement, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre pour créer un assistant IA sur une verticale donnée, sans forcément se lancer dans la création d'un modèle fondationnel, étant donné les financements faramineux nécessaires derrière, mais en s'appuyant sur ce qui se fait en open source aujourd'hui, qui est d'une qualité exceptionnelle. Quels seraient tes conseils à des entrepreneurs qui voudraient créer, tu vois, un prototype de ce type, les différentes étapes, aussi quel type d'équipe il faut rassembler pour arriver à sortir un produit quali? Oui, alors c'est un sujet vaste. Je peux essayer de donner quelques idées, mais je prétends pas du tout avoir une formule magique dans ce domaine. C'est une technologie qui est hyper récente. On a vu énormément de changements déjà dans les quelques mois depuis le début de cette année. Donc, c'est quelque chose qui va énormément encore évoluer. Et les méthodes qui marchent aujourd'hui ou qui ont marché il y a un an ne sont pas forcément celles qui vont marcher après. Donc, avec ce disclaimer, je peux essayer de donner quelques clés de réflexion. Je pense d'une part, une chose que moi je trouve très intéressante est que la généralité de ces modèles, c'est un avantage qu'il faut appliquer de la bonne manière, on va dire. Il faut trouver quelle est la bonne manière parce que c'est une nouvelle forme de technologie. C'est vraiment différent de faire de la programmation traditionnelle où on va donner des instructions très spécifiques à un bout de code pour lui faire exécuter une tâche. Et en fait, parfois, on arrive avec cette façon de penser et on veut programmer un modèle de langage pour lui faire exécuter une série d'étapes que nous, en tant qu'humains, on a définies. En fait, parfois, c'est assez surprenant, mais ces modèles ont une capacité à générer même la suite d'étapes et d'une manière à laquelle, en tant qu'humain, on n'aurait pas pensé. Et en tout cas, ont une capacité à gérer des inputs non structurés, donnés dans le désordre, qui est bien supérieure parfois à celle qu'on pourrait avoir en tant que programmeur qui essaierait d'écrire ça sous forme de code. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant de se pencher là-dessus et de se dire, OK, j'ai à ma disposition un outil qui est extrêmement général. Est-ce que je suis en train d'essayer de l'appliquer à un job qui est trop spécifique ou peut-être les approches traditionnelles auraient finalement mieux marché ou sinon, où est-ce que je peux vraiment l'appliquer dans ma chaîne de valeur, par exemple, que ce soit pour filtrer des inputs ou pour faire de la classification, pour améliorer quelque part un workflow existant. Je pense un peu basé là-dessus, je dirais le deuxième axe de réflexion, c'est quelle est la vraie valeur ajoutée de l'IA dans sa startup. Je pense que soit on est vraiment une boîte qui veut faire de l'IA, qui veut innover, on en a parlé, de créer des nouveaux modèles, de redéfinir un peu qui est l'état de l'art de l'IA,
ou alors on est une entreprise qui a déjà un produit solide avec des utilisateurs existants, mais qui voit qu'il y a une perte de temps, un problème d'une inefficacité à un certain point dans un processus et où on pense que l'IA peut vraiment améliorer de x10 la rapidité ou la performance. Alors là, on va venir faire quelque chose de complètement différent et appliquer l'IA à cette tâche-là spécifique. Ou alors, on est un nouvel entrant qui veut disrupter un marché et qui va se dire, OK, ben, mon avantage compétitif va être que je vais reproduire, je vais aller concurrencer un tel acteur, mais je vais le faire avec de l'IA. Et donc, j'aurai une structure de coûts différente et j'aurai euh, une meilleure efficacité, donc des meilleures marges. Donc, je pense être clair là sur quelle position on veut prendre, ça va être très important. Et je dirais, basé sur ça, le rôle du modèle dans son software et globalement où est-ce que l'IA vient apporter de la valeur ajoutée, ça va avoir un impact sur l'approche technologique. A priori, aujourd'hui, je vois plutôt trois grandes familles d'approches et encore une fois, ça c'est quelque chose qui va encore changer dans les prochains mois. Soit on va entraîner ses propres modèles de langage, faire de l'adaptation soi-même et ça va demander beaucoup d'expertise. Il va falloir embaucher des chercheurs qui ont déjà fait ça dans des modèles dans du deep learning en général. Il faut avoir accès énormément de GPU et à beaucoup de capitaux pour pouvoir entraîner ces modèles qui sont très très chers à entraîner et à beaucoup de données d'entraînement. Ça, c'est l'exemple d'entreprises comme OpenAI, comme Inflection ou comme on en a parlé Mistral. Soit on va pouvoir prendre un modèle open source qui existe, comme par exemple Llama ou ses dérivés comme Falcon. Et là, on va pouvoir faire du fine-tuning, faire de l'adaptation soi-même, puis l'héberger soi-même. Ça permet d'économiser le coût de l'entraînement, mais il va quand même y avoir des coûts significatifs et de l'expertise d'IA pour ne serait-ce qu'adapter le modèle à son besoin, l'héberger et faire en sorte que ça tourne avec des coûts raisonnables. Et enfin, on va pouvoir sinon s'appuyer sur des API offertes par OpenAI ou d'autres acteurs, que ce soit pour utiliser simplement GPT avec des prompts qu'on aura écrits. Là, pour le coup, c'est du prompt engineering, c'est un skill set différent qu'il faudra avoir dans son équipe technique. Ou alors faire du fine-tuning parce qu'on a ses propres données d'entraînement qu'on peut utiliser pour pour fine-tuner GPT d'après son besoin. Et là, pour le coup, on va beaucoup économiser sur les coûts d'infrastructure, mais on va quand même devoir payer un accès d'API et on sera dépendant d'OpenAI par rapport à la flexibilité du fournisseur, à la flexibilité de l'API en question. Donc, vraiment un éventail de possibilités qui est assez vaste. Je pense que ce qui est important là-dessus, c'est être conscient que ça évolue en permanence, bien se tenir au courant de ce qui se passe et des différentes approches qui sont essayées par plusieurs boîtes, et surtout d'avoir une approche assez expérimentale. On va pouvoir mesurer là où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut arriver. Et pour chaque itération, être capable de vraiment dire si ça améliore le produit ou pas. Je pense que c'est essentiel d'être dans un mindset d'expérimentation aujourd'hui. Ok, hyper intéressant ces trois catégories-là. Effectivement, autant les modèles fondationnels, c'est réservé à quelques boîtes qui ont réussi à sécuriser du coup les fonds pour arriver à des performances suffisamment intéressantes. C'est d'ailleurs ça qui a légitimé le gros seed de Mistral, qui peut-être d'un autre point de vue peut sembler comme léger par rapport à des modèles comme le vôtre. Néanmoins, ils ont des compétences assez géniales justement pour développer des modèles puissants Exact. avec économie. J'ai une question par rapport aux deux autres catégories. Moi, autour de moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de monter de nouveaux projets avec la Gen AI, et je vois aussi beaucoup de scale-up qui réfléchissent à comment intégrer ça intelligemment, développer des features basés sur la generative AI. Un épisode qu'on a tourné justement avec Mozzabyte, avec Pauline Ferret de 360 Learning, racontait comment justement ils ont utilisé des modèles qu'ils ont fine-tunés pour créer des features géniales. De ton point de vue, un entrepreneur qui débute, il doit se concentrer plutôt sur la deuxième ou sur la troisième. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les API qui existent, on arrive à des résultats suffisamment intéressants, ou est-ce que en réalité, quand on veut créer une startup IA, c'est important d'être capable de leverager, de fine-tuner des modèles open source et d'intégrer ça dans les compétences initiales? Oui, je pense que c'est une super question et je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à donner à cette question parce que
Déjà, ce qui marche chez les uns n'est pas garanti de fonctionner chez les autres. Et aussi, personnellement, chez Inflection, on a pris l'autre approche qui est d'entraîner le modèle nous-mêmes. Donc, je n'ai pas personnellement passé beaucoup de temps à évaluer ces deux options-là. Ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, je vois énormément de travail qui est fait dans l'open source sur la base d'une famille de modèles qui est issue de Meta et très récemment de certains autres acteurs qui ont fait le choix de publier leur modèle en open source. Donc, je pense qu'il faut suivre de très près ce qui se passe là-dedans parce que euh, à quel point Meta va continuer à entraîner et release des modèles de fondation qui sont performants par rapport à l'état de l'art, c'est une question ouverte. Et à quel point les autres acteurs qui commencent à se lancer dans ce secteur, à publier en open source, vont les suivre, c'est aussi une question ouverte. De ce côté-là, par exemple, il y a un peu plusieurs écoles. On entend dire que une approche, c'est d'avoir des modèles petits, légers, peu chers à servir et qui vont peut-être être plus spécialisés pour des tâches données. Et une autre approche, c'est de dire, en fait, il faut une course à l'échelle et ce sera les modèles les plus grands, les plus complexes, avec plus de 1000 milliards de paramètres qui vont finalement tout emporter, qui pourront résoudre tous les problèmes. Et je pense qu'il y a vraiment des directions de recherche dans les deux cas. Donc, pour l'instant, un bon entre-deux, c'est, je pense, le modèle le plus performant qui est en open source actuellement, c'est Falcon 180B, donc 180 milliards de paramètres, qui est en tête des leaderboards de Hugging Face. Donc, ça peut être un modèle à utiliser et on peut aussi commencer par une des plus petites versions de ce modèle pour faire de l'expérimentation et ensuite essayer de reproduire ces résultats avec une échelle plus élevée. Euh, et enfin, il y a l'autre approche qui consiste à utiliser les API. Jusqu'à il y a très récemment, on pouvait uniquement envoyer des prompts à OpenAI pour structurer un peu la réponse du modèle et pour l'adapter à son cas d'usage. Et de plus en plus, on voit apparaître des outils un peu plus avancés pour faire du fine-tuning. Du coup, je pense qu'il faut effectivement essayer d'expérimenter avec l'une et l'autre de ces techniques en fonction de l'équipe qu'on a à disposition et décider si la performance est suffisante pour son cas d'usage ou s'il faut migrer vers l'autre approche. Ok, merci beaucoup. Effectivement, ça bouge très très vite. Toi qui travailles quotidiennement sur un des modèles qui sera peut-être amené à transformer beaucoup de choses dans la manière dont les humains travaillent, communiquent et vivent sur Terre. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision, si tu veux, de la manière dont l'IA va transformer la société au long terme sur les 10-20 prochaines années? Est-ce que tu as des intuitions, des directions qui sont en train d'être prises? Oui, alors 10-20 ans sur cette discipline, c'est un horizon très long. Donc, personnellement, ce que je pense qui va se passer, c'est que l'IA va devenir de plus en plus présente dans tous les secteurs d'activité et ça va entraîner des changements très significatifs dans, d'une part, notre rapport au contenu et d'autre part, dans notre rapport au travail ou plus généralement à toutes les tâches de production ou de création. Par rapport au contenu, on l'a dit, il va y avoir une explosion de contenu généré par l'IA qui va, à terme, probablement égaler le niveau de qualité qu'on peut attendre aujourd'hui d'une production réalisée par des personnes. C'est-à-dire que le delta va rester la créativité, donc l'idée à la base qui va permettre de, de générer quelque chose, que ce soit un film ou une musique ou une œuvre littéraire où les humains vont toujours se différencier par leur créativité, mais où l'IA va produire des travaux qui en fait sont quasiment indiscernables de ceux que sont produits par les humains. Et du coup, ça va créer tout un tas de questions sur la propriété intellectuelle de ces contenus, vu que les datasets d'entraînement vont être issus d'œuvres réalisées par des auteurs en chair et en os, et sur aussi qu'est-ce que c'est effectivement de créer, quel est le rôle de l'artiste ou de l'auteur dans l'œuvre par rapport à une production quelque part, une génération qui part de certains patterns et qui peut les remixer pour produire quelque chose de nouveau. Donc tout ça, ça va être tout un nouveau domaine où je pense qu'on n'a même pas les outils aujourd'hui pour vraiment appréhender comment ça va modifier notre rapport au contenu. On voit déjà quand même quelques prémices de ces phénomènes qui sont déjà en place sur des applications comme TikTok ou même peut-être à moindre échelle Instagram et Twitter, où en fait le contenu qu'on consomme aujourd'hui est bien créé par des humains, mais il est entièrement décidé par une IA.
Donc, on a déjà dépassé de loin le moment où, dans un média comme la radio ou la télévision, ou même certains sites internet, on a des contenus créés par des humains et organisés par des humains. On est déjà dans le monde où c'est l'IA qui décide de ce qu'on voit et du contenu qu'on consomme tous les jours. Ça, il faut en être bien conscient. Ensuite, pour ce qui est des activités de production, ce qui est sûr, c'est que l'IA va accélérer certaines tâches au point où certaines choses qui aujourd'hui nous paraissent complexes vont devenir assez triviales. Et ça va amener des énormes changements dans la façon de travailler. Je ne pense pas que l'IA va remplacer les humains, encore une fois, mais je pense que les humains qui utilisent l'IA vont être, eux, en mesure de concurrencer ceux qui ne l'utilisent pas. Au point où certaines activités, en fait, vont demander 100 ou 1000 fois moins de main-d'œuvre que ce qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose que ce qui s'est passé dans l'agriculture, mais évidemment, ça a pris plusieurs siècles pour passer d'avoir 1000 personnes qui travaillent pour une production qui peut aujourd'hui être effectuée avec 10 personnes. Bah, là, ça va aller beaucoup plus vite. Et du coup, il va y avoir des changements sociétaux qu'il va falloir accompagner, qu'il va falloir encadrer parce que c'est sûr que ça va être très, très, très significatif. Effectivement, et The Coming Wave en parle très bien, encore une fois. Ok, dernière question pour toi, Davidé. Elle concerne ceux qui veulent innover aujourd'hui avec la Generative AI, soit en retravaillant, en améliorant des produits existants dans leur boîte, soit en justement créant des nouvelles sociétés qui viennent profiter de cette révolution à l'œuvre. Quel conseil t'aurais à donner à ces gens-là pour se tenir informés quelles ressources est-ce que tu recommanderais? Oui, bien sûr. Donc, je pense effectivement, ça va être une technologie de transformation un peu comme l'a été l'arrivée de l'iPhone. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et je me souviens de cette explosion qu'il y avait eu dans le monde du développement d'applications juste après le lancement de l'iPhone, puis de l'App Store l'année suivante, il y a maintenant plus de 10 ans. Et je pense que c'est la même chose qui est en train de se produire en ce moment. Ce qui veut dire qu'il y a un tel foisonnement d'activités que c'est difficile de rester à la page et de suivre tout ce qui se passe. Moi, je pense que c'est important de bien s'intéresser aux fondamentaux. Donc, aller regarder les papiers de recherche, même si on ne comprend pas, moi-même, je ne comprends pas du tout, je ne prétends pas comprendre tous les détails techniques de ces papiers, mais j'ai fait l'effort d'aller lire les papiers publics, ceux qui sont derrière Lambda, derrière l'architecture des transformers déjà depuis 2017, derrière des modèles plus récents comme Llama de Meta, et, euh, et de vraiment essayer de comprendre les chercheurs qui travaillent là-dessus, vers quoi ils vont, quelles sont les techniques qu'ils utilisent, quelles sont les façons dont ils mesurent la performance des systèmes et comment ils se comparent les uns aux autres. Ça, je pense que le côté scientifique est très important et le fait de s'entourer de personnes qui comprennent bien ces choses-là reste, à mon avis, très, très important pour n'importe quelle organisation, même si on veut juste utiliser des outils, disons, disponibles dans le marché. C'est bien de comprendre comment ces outils sont créés à la base. Je pense aussi ce qui est bien, c'est que beaucoup de ces chercheurs et aussi beaucoup de fondateurs d'opérateurs de start-up dans l'IA sont très actifs aujourd'hui et partagent beaucoup. Twitter, tant bien que mal, reste une des principales sources d'informations là-dessus, mais je vois de plus en plus de contenu, par exemple sur LinkedIn. Il suffit de suivre quelques personnes et de proche en proche, on peut très vite se créer un bon réseau de newsletters, de podcasts comme Mozabytes. Et effectivement, des écrits comme on a parlé du livre de Mustapha, de Coming Wave, il y a beaucoup de volonté de partager et je pense que la principale chose reste de garder un peu l'œil sur l'écosystème et garder un peu un pouls sur la partie scientifique et ensuite les applications dans le marché pour rester à la page. Merci beaucoup Davidé pour ce partage. Hâte de suivre du coup les évolutions de Pi. L'application est déjà disponible sur le store voilà, j'invite tous les auditeurs à y jeter un coup d'œil, c'est assez incroyable. Bravo pour ces avancées et merci encore pour ton temps. À très bientôt. Merci Adrien pour cette opportunité, merci à tous. Voilà, c'était Mozabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Moza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!